Bonjour, alors nous y voici, c'est parti. Pour les gens qui vont nous rejoindre, qui vont me rejoindre, ben merci de me faire signe, de me faire un petit coucou quand vous allez arriver. Bon, je pars avec un petit peu d'avance pour avoir l'honneur de vous accueillir au fur et à mesure que vous êtes là, que vous nous rejoignez. Donc on va attendre un petit peu, mais on devrait être... on devrait être... Ah ben bonjour, je vois qu'il y a du monde déjà qui se connecte. Alors merci, faites-moi des petits coucous. Juste... Ah bonjour Stéphane, juste pour confirmer que tout marche bien, l'image, le son et que tout va bien. Juste merci de me dire si tout... Ah, tout est beau, merci. Ben tant mieux. Alors voilà, ah bonjour, bonjour Aline. Euh, alors, ce qui motive un petit peu mon face... Ah merci, merci si tout marche bien. Ce qui motive un petit peu cette présentation d'aujourd'hui, bon, on parle beaucoup... j'ai l'habitude de dire que d'habitude on m'invite pour on m'invite pour mon côté papier, référence, doctorat, maîtrise, recherche, etc., etc. Mais à l'arrivée, bon, je parle de ma vie courante, je parle de mes enfants, je parle de choses assez simples, et j'évite d'alourdir trop mon propos avec des références, avec des livres. Évidemment, tu sais, je veux que ce qu'on dit entre nous reste simple, quoi, accessible à tout le monde, et que je m'adresse pas à des chercheurs. Je le sais bien, il y en a parmi vous, je le sais aussi, mais en général, j'essaye que le propos soit entendable par, par tout le monde, sans qu'on ait fait bon, toutes sortes d'études qui feraient en sorte que si on n'a pas fait ça, on ne comprend pas. Alors aujourd'hui, je reprends ma casquette de chercheur, en fait, un petit peu. Ce que je voulais vous annoncer, vous dire, c'est vous présenter des livres. Voilà, les livres qui, moi, bon, tout au long de ma vie, parce que, écoutez, moi, je lis des... bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Guylaine, bonjour Lynn, Caroline, Myriam, bon, ben super. Donc moi, voilà, depuis que j'ai 14-15 ans, hein, je lis des livres sur l'éducation, déjà parce qu'à l'école, bon, ça m'emmerde un peu. Alors donc, j'étais pas très heureux à l'école et j'essayais de comprendre comment... bonjour Cyril, bonjour Marina, ah super. Voilà, donc j'essayais de comprendre pourquoi j'étais pas heureux à l'école, et donc j'ai commencé à lire des livres. Alors la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, je vais essayer qu'elle soit pas trop lourde, hein, c'est pas, mais quand même j'ai, je dirais, une vingtaine de livres qui m'ont beaucoup inspiré à vous présenter, et je vais y aller par ordre chronologique, pas de la façon dont je les ai lus, mais en tout cas dans l'ordre où ils sont apparus. Je parlais des grands philosophes. Bon, vous savez aussi que j'ai été pas mal inspiré par ma pratique de professeur d'aïkido. Ça c'est quelque chose qui a beaucoup orienté. Bonjour, bonjour. Ça a beaucoup orienté ma façon dont je vois l'éducation aujourd'hui, parce que vous savez, l'aïkido, on est sur un tapis, on fait des gestes experts qu'on peut pas vraiment expliquer, hein. C'est comme un potier de métier, c'est comme bon des gens qui ont une expertise des manuels, une expertise des mains, des doigts. On peut pas, vous savez, quelqu'un qui vraiment un menuisier, un luthier, il peut pas vous télécharger ces gestes experts qui va faire. Bon, alors l'aïkido c'est la même chose, hein. On passe des années, des années à faire les mêmes gestes jusqu'à ce qu'ils se raffinent. Alors ça, vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de parler beaucoup. Alors je suis allé voir moi pourquoi, bon, comment ça se passait finalement au niveau des grands auteurs, des grandes références en éducation. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire sur ce sujet. Bonjour Nelly, bonjour Nathalie, bonjour Isabelle, Cynthia, bon bah, bonjour tout le monde, Lulu. Et voilà, donc on va commencer. Ouais, on est d'habitude évidemment, je commence toujours à l'heure. Moi, j'ai cette espèce de maladie et d'héritage familial d'être toujours à l'heure, voire en avance. Alors, attendez, je vais essayer de prendre vos messages aussi au fur et à mesure qui passent, histoire que voilà, je sois
je sois en accord avec tout ce que vous allez pouvoir m'écrire, me dire. Je vais pouvoir répondre aux questions. Ah oui, alors s'il vous plaît, en fait c'est un exercice qui est quand même extrêmement exigeant. Hein, s'il vous plaît, merci si vous avez des questions, de les poser de façon courte, concise, assez... parce que des fois, il y a des gens qui m'envoient des commentaires de 20 lignes, et comme je suis en train de parler, déjà je parle tout seul à mon téléphone, ce qui est pas terrible en soi. Mais si, voilà, si disons vous avez des commentaires, merci de les faire pas trop longs, parce que sinon, bonjour Angie, parce que si c'est trop long, après, moi j'ai du mal à les lire, etc. Mais si vous avez des questions de ça va me faire plaisir. Donc bonjour tout le monde, on va commencer si ça vous dérange pas. Ceux qui sont là, honneur au présent, honneur à ceux qui sont à l'heure, et puis bon, les autres nous rejoindront. Alors bon, aujourd'hui, on va parler de unschooling, parce que souvent, voilà, on se dit, bon, unschooling, finalement, bon, il y a juste à laisser faire, et puis bon, voilà, ça va, ça va aller comme ça, tout va bien. Mais en fait, ça repose sur des bases très solides, hein, une éducation sans intervention, une éducation non contrainte, ça se base sur des observations, sur des écrits, sur des recherches, des philosophes qui sont très solides en fait. Donc on va commencer, écoutez. Si tout le monde est d'accord, on va y aller comme ça, on va y aller. Merci Pauline. Donc on va y aller comme ça. Je vais commencer, écoutez, je vais commencer par Lao Tzu. Ben oui, vous savez, je cite souvent bon cette parole de Confucius qui dit plus le maître enseigne, moins l'élève apprend. C'est certain, hein, ça, c'est là où on voit la différence qu'il peut y avoir. Entre le fait d'enseigner et puis le fait d'apprendre, ce sont des choses totalement différentes. Alors, Lao Tzu, lui, nous dit des choses que, ben voilà, il faut essayer d'en faire pas trop, voilà. Et même on tend vers une sorte de réduction un petit peu. Hein. Alors, je vais vous lire, excusez-moi, il faut que je mette mes lunettes, je suis rendu à cet âge vénérable là. Voilà, par exemple, Lao Tzu nous dit « Celui qui s'adonne à l'étude augmente de jour en jour. Celui qui se consacre au Tao diminue de jour en jour, diminue et diminue encore, pour arriver à ne plus agir. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. C'est par le non-faire que l'on gagne l'univers. Celui qui veut faire ne peut gagner l'univers. » Vous voyez, alors, voilà, là on est avec quelqu'un, Lao Tzu, qui nous encourage à essayer de faire très peu. Juste, mais très peu, voilà, et de moins en moins. Alors, on le voit hein, avec les jeunes profs, par exemple, quand ils débarquent dans leur classe, les jeunes profs, ils se cachent derrière... ah oui, alors, j'ai pas donné le titre, effectivement, ben, c'est le Tao Te Ching, hein, en fait, tout simplement, hein, c'est le Tao Te Ching, Lao Tzu, bon, c'est universel hein, comme genre de lecture. Donc voilà, un jeune prof va se cacher derrière ses fiches. Par contre, bon, un vieux prof, lui, il sait que bon, tu sais, il peut très bien, tu sais, il a l'habitude, il rattrapera, bon, n'importe quelle situation qui va se passer. Alors, vous voyez, ça fait partie de je cite aussi souvent Bouddha qui disait si tu trouves ton maître sur le chemin, tue-le. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il fait sur ton chemin? Ton chemin, c'est ton chemin. Son chemin, c'est son chemin. Voilà. Ah bon, alors bonjour. Bon, bah, c'est bon. Alors si tout le monde se connecte, tout le monde nous rejoint. Donc le premier livre que je présentais, c'est Lao Tzu, par rapport à son invitation à en faire le moins possible, enfin faire peu mais juste. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, on est encore dans les philosophes, alors là c'est Diogène évidemment. Diogène, on le tient pour être quasiment le premier anarchiste en fait. Hein. Bon, vous connaissez cette anecdote, tout le monde connaît cette anecdote, j'imagine, de Diogène qui se faisait bronzer sur une pierre. Et là, il y a Alexandre le Grand qui débarque et qui était l'homme le plus puissant de son heure, évidemment, hein, Alexandre le Grand. Et bon, à son époque, il n'y avait pas plus puissant que lui. Et alors,
Alexandre dit bon, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai, quoi. Et lui qui bon se fait un devoir, Diogène, qui se fait un devoir d'être pauvre, de vivre avec le moins possible, lui répond ôte-toi de mon soleil, pousse-toi de mon soleil, je veux juste bronzer tranquille, quoi. Et on dit qu'Alexandre serait parti en disant si je l'avais pas été moi, j'aurais aimé être lui. Voilà, donc Diogène, c'est cette faculté qu'il a eue d'assumer une posture libertaire, en fait. On dit que c'est un peu le premier anarchiste, au sens où lui cherchait bon des humains qui puissent vivre avec très peu, avec presque... Alors là aussi, il y a quelque chose qu'on apprend en fait à la lecture de... On a très peu d'écrits qui nous sont restés de Diogène, mais on a beaucoup de gens qui en ont parlé. Et bon, c'est le cynique, en fait, c'est le père des cyniques, cette branche de la philosophie. Alors lui, par son minimalisme, ben, nous enseigne beaucoup, quoi. Voilà. Donc Diogène, moi, ça fait partie des références que j'utilise beaucoup, que je traîne depuis longtemps avec moi. Alors ensuite, nous aurons la Boétie. Ah bon, alors la Boétie, ça c'est quelque chose d'assez émouvant, parce que la Boétie, il a écrit ce livre-là, Discours de la servitude volontaire, il avait 16 ans, en fait, c'est complètement fou. C'est-à-dire, à 16 ans, il a écrit un livre qu'on peut qualifier de définitif, en fait. Lui, il a réussi à créer quelque chose qui n'a pas été dépassé. On n'a rien écrit de mieux. Vous voudriez écrire sur ce sujet-là, que vous auriez du mal à ne pas faire du plagiat de ce que la Boétie a écrit. C'est un tout petit texte, mais qui est majeur, en fait, et qui explique que voilà, par exemple, si je vous lis cet extrait-là, que « Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. » Lui, il se pose la question, finalement, il se dit, mais comment ça se fait qu'on obéit à des gens qui, a priori, nous donnent pas, enfin, font pas des choses spécialement dans notre intérêt en tant que tel, ils le font plutôt dans le leur. Si c'est des tyrans qu'ils nous font, bon, et qu'ils ont une armée puissante, et que si on leur obéit pas, ils nous coupent la tête, ben c'est sûr qu'on va se demander, bon, on va se dire, bon, on est peut-être mieux d'obéir. Mais là, on est dans des situations, par exemple, où personne va nous couper la tête, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en fait, finalement, eux, ceux qui sont au-dessus de nous, ont du pouvoir. Ah oui, Tom, je vais parler de la piraterie et du Bouddha, j'ai déjà un peu parlé, tu vois, la piraterie, on va en parler à la fin. Mais eux ont du pouvoir tout simplement parce qu'on leur donne, parce qu'on leur laisse, voilà, c'est du pouvoir qu'ils s'octroient parce qu'on leur donne, en fait, tout simplement. Donc finalement, si on cesse collectivement d'obéir à des choses qui nous paraissent insensées ou ridicules, eh ben tout simplement... bonjour tout le monde, bonjour Alice, bonjour Jess. Voilà. Donc la Boétie, à un moment donné, il a cette phrase où il dit les gens agissent non pas comme s'ils avaient perdu leur liberté, mais plutôt comme s'ils avaient gagné leur servitude. Alors voilà, on voit beaucoup de gens, de petits fonctionnaires, de petits chefs qui agissent comme ça et on forme les enfants dans les écoles à agir comme ça, à s'asseoir là où on nous dit de s'asseoir, à se lever là, à aller pisser quand on nous dit d'aller pisser, bon, etc., etc. Bonjour tout le monde, bonjour Aurélie. Alors voilà, donc Discours de la servitude volontaire, c'est un tout petit livre. Écoutez, il y a Larousse non, c'est Le Monde en fait qui en a fait avec Flammarion, qui en ont fait des éditions à 2 $. Là, vous pouvez trouver ça à 2 $. Donc ça, je vous encourage à le lire, ça se lit en une soirée. Hein. Dans la même collection d'ailleurs, bon, et là évidemment je ne pouvais pas parler d'éducation sans parler de ce monsieur-là, Jean-Jacques Rousseau. Donc Jean-Jacques Rousseau, c'est quelqu'un évidemment qui m'a beaucoup inspiré. Lui aussi parle beaucoup de liberté, parle bon de toutes ces choses-là. Si vous n'avez pas le courage de lire tout Rousseau, de lire Émile ou de l'éducation au complet, écoutez, faites-vous le cadeau, on trouve ça sur internet gratuitement, pas besoin de... Mais ça aussi c'est des éditions à 2 $. Hein, donc... Mais enfin, on trouve
sur Internet gratuitement les 1000 de Rousseau, et je vous encourage vraiment à aller lire sa préface. La préface de Rousseau est magique en fait, tout simplement. Alors attendez, hop, j'essaye de me remettre, voilà, donc voilà. Donc alors je vous lis juste ce petit extrait. Attendez, j'ai encore besoin de mes lunettes, voilà. Et où il dit proposer ce qui est faisable, ne cesse-t-on de me répéter en éducation. C'est comme si l'on me disait proposer de faire ce qu'on fait, ou du moins proposer quelques biens qui s'allient avec le mal existant. Un tel projet sur certaines matières est beaucoup plus chimérique que les miens. Car dans cet alliage, le bien se gâte et le mal ne se guérit pas. J'aimerais suivre en tout la pratique établie. J'aimerais mieux suivre en tout la pratique établie que d'en prendre une bonne à demi. Il y aurait moins de contradictions dans l'homme. Il ne peut tendre à la fois à deux buts opposés, père et mère, ce qui est faisable et ce que vous voulez faire. Ce qui est faisable et ce que vous voulez faire. Dois-je répondre de votre volonté? Alors voilà, donc là, vraiment, Rousseau nous engage à dire, regardez, c'est pas que c'est pas faisable, tu sais, quand on me dit souvent, oui, mais l'unschooling, nanana, est-ce qu'on peut le faire? Ce qui est faisable est ce que vous voulez faire. Dois-je répondre de votre volonté, nous dit Rousseau. Alors voilà, allez lire son introduction à l'Émile, vous allez voir, c'est plein d'enseignements, c'est assez majeur. On continue, ça va, c'est pas trop lourd. Je sais que je veux pas vous assommer de références, hein. Comme je vous dis, je l'ai dit en introduction, c'est quelque chose que bon que je fais rarement. Hein. C'est pas quelque chose que je me ah oui, alors voilà, je retrouve plein de questions ici, pardon. Oui, on va parler de tout ça. Alors Isabelle, on va parler on va parler de performance, on va parler de tout ça, vous inquiétez pas, on va avancer là-dessus. Je continue avec, alors là attention, un maître, vraiment, hein, un maître au sens où, moi je me reconnais peu de maîtres dans la vie, mais Krishnamurti. Alors Krishnamurti, c'est un penseur qui a écrit un livre qui s'appelle De l'éducation. La plupart des livres de Krishnamurti, ce sont des livres qui sont extraits de ses conférences. Alors Krishnamurti, comment dire, comment résumer cet homme-là? C'est difficile. Mais ce qui nous encourage à faire tout au long de ses présentations, tout au long, c'est de vivre sans comparaison. Voilà. Alors ça, c'est-à-dire que le présent qu'on a à vivre est le seul moment qui peut nous rendre heureux, tout simplement. Alors ne pas comparer les enfants entre eux, ne pas comparer, bon par exemple, dans la vie de couple, par exemple, si vous vous dites « Ah oui, moi j'aime bien ma conjointe, mais j'aimais mieux comme elle était avant. » Ou « Mais j'espère qu'elle va changer. » Ce serait mieux si elle était comme ça. Ou si on dit ça à propos de nos enfants, par exemple, c'est bien ce que tu fais, mais tu vois, si tu pouvais t'appliquer pour faire encore mieux, etc., etc. Alors là, à chaque fois qu'on va mettre une distance, à chaque fois qu'on va dire à quelqu'un ce qui est n'est pas aussi bien que ce qui a été, ce qui sera, ce qui pourrait être, ce que autre chose est, etc., etc. Alors là, ben c'est l'autoroute de l'enfer, en fait, tout simplement. Et Krishnamurti nous avertit là-dessus. Donc en éducation, il a chaque phrase, je pourrais vous lire le livre complet, voilà. Tiens, on parlait de la performance, tiens, voilà. Tant que nous prendrons le succès pour but, nous ne serons pas affranchis de la peur, car le désir de réussir engendre inévitablement la crainte d'échouer. Voilà pourquoi l'on ne devrait pas enseigner aux jeunes le culte du succès. La plupart des personnes recherchent le succès sous une forme ou une autre, que ce soit sur un cours de tennis, dans le monde des affaires ou en politique. Nous voulons tous être parmi les premiers et ce désir ne cesse d'engendrer des conflits intérieurs, ainsi qu'entre nous et nos voisins. Il mène à la compétition, à l'envie, à l'animosité et finalement à la guerre. Alors vous voyez, voilà, Krishnamurti, c'est vraiment quelqu'un qui aura défendu toute sa vie cette
cette capacité à vivre le moment présent tel qu'il se présente à nous, c'est vraiment majeur comme pensée. Il a écrit sur tout un tas de sujets, mais bon, de l'éducation évidemment, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bon, on passe d'un monument, Krishnamurti, à un autre monument. Là, évidemment, là, moi, c'est mon, comment dire, là aussi. Bon, là, évidemment, moi, j'ai les œuvres complètes, parce que ça, je pouvais pas faire moins qu'avoir les œuvres complètes. C'est en 2 volumes comme ça. Ivan Illich. Ivan Illich, c'est un type extraordinaire. Hein. Ivan Illich, c'est un gars. C'est un gars, Ivan Illich, bon, c'est un curé à la base, c'est un prêtre. Et il a commencé à remettre en cause l'institutionnalisation de la foi. Du coup, on l'a tassé, on l'a mis au Mexique, mais lui a créé une espèce de centre de documentation, de recherche, etc. Alors, c'était assez magique, hein, ce qu'il a créé. Et il a écrit que des livres majeurs, dont le fameux Une société sans école, dont moi j'ai pris le titre, bon, vous savez, mon livre Une éducation sans école est un hommage à Ivan Illich, parce qu'à un moment donné, il dit, bon, j'aimerais bien que se lancent des recherches, etc. Et donc, 40 ans plus tard, j'ai répondu à Ivan Illich en disant, ben regardez, voilà ce que je peux faire pour ça. Alors, Ivan Illich, c'est majeur. Hein. Là aussi, on pourrait citer... tout un tas de citations. Écoutez, moi j'ai lu ça, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu. Voilà. Nous pourrions constater que le rang dans la société fut de tout temps assigné par une sorte de programme dont la société reconnaissait les mérites. Et ce programme pouvait être défini avant la naissance même. Ainsi, du karma fixant à quelle caste un être humain appartiendrait ou de la lignée généalogique sur laquelle se fonderait la noblesse. Le programme se présentait parfois sous la forme d'un rite, d'une suite de cérémonies initiatiques, etc. Donc, et par le système de la scolarité universelle, on espérait rompre avec ces traditions, ne plus faire dépendre la place future dans la société que des mérites, chacun bénéficiant au départ des chances égales. Beaucoup continuent à croire, à tort, que l'école mérite la confiance publique, qu'elle remplit ce rôle, alors même qu'elle n'est plus que la détentrice d'un monopole et que loin d'égaliser les chances, elle en assure la répartition. Alors voilà, bon, Ivan Illich, on pourrait le lire au complet, Libérer l'avenir, le travail qu'il a fait sur la convivialité aussi est majeur. Ah oui, ouais, alors, on me signale effectivement que bon, il y a des liens entre les neurosciences et Krishnamurti, oui. Il y a plein d'intuitions de grands pédagogues que les neurosciences confirment aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Mais Ivan Illich, faites-vous le cadeau une fois dans votre vie. C'est un peu long à lire, c'est du costaud. Hein. Mais voilà, là-dessus, vous allez plus douter après. Allez, on continue, attention. Là, on arrive dans le dur. Là, on arrive dans des choses beaucoup plus compliquées à lire, mais qui sont à la fois majeures. Alors attention, on arrive là. Michel Foucault. Michel Foucault, dans ce livre phénoménal, Surveiller et punir. C'est un livre sur les prisons. Alors vous dites, ouais, mais de rien, Catherine, pour le partage, ça me fait plaisir. Surveiller et punir, c'est un livre sur les prisons. Et alors là, regardez, si vous lisez ce livre-là en ce moment-là, où il explique comment à chaque fois on a pris prétexte des grandes épidémies, des grandes tas pour enfermer, réduire les libertés, contraindre les gens, vous allez voir que, voilà, par exemple, il va expliquer des choses, c'est un livre qui a 40 ans, hein, et il va expliquer des choses absolument actuelles. Par exemple, avant, quand quelqu'un faisait une bêtise dans la société, on le mettait au cachot, c'est-à-dire qu'on le cachait, tout simplement. Hein. Et donc on le mettait dans des endroits où plus personne ne le voyait. Et bien aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose que la société n'aime pas, eh bien on le met à la lumière de tous. Et donc, cette espèce de panoptisme, comme il appelle Foucault, c'est-à-dire de surveillance absolue tout le temps de tout le monde, c'est quelque chose qui est en train de nous arriver avec les puces, les caméras, la reconnaissance faciale. Donc c'est la surveillance tout le temps de tout le monde qui crée la contrainte. Et dans Surveiller et punir, Foucault explique
que toutes les institutions disciplinaires d'État, c'est-à-dire à la fois la prison, la caserne, l'école, etc., sont toutes constituées de la même façon, avec des espaces, donc déterminés, spécialisés, avec la contrainte horaire, la contrainte de déplacement, etc., etc. Donc finalement, tout ce qui a été mis en place pour créer de la discipline d'État dans les prisons, dans les casernes, etc., se retrouve totalement à l'école. Alors ça, si vous voulez vous faire une idée assez définitive de pourquoi finalement enfermer un enfant ne peut jamais le libérer, il faut lire Foucault. Et bon voilà, il va vous dire que par exemple la tâche quand on demande à un enfant d'écrire, ça veut dire que le pouvoir, selon les mots de Foucault, vient se glisser entre l'enfant, le siège, le dossier, la table, le stylo, et que chaque geste qu'il va devoir effectuer est un geste obligatoire dont le pouvoir s'empare pour pouvoir finalement contraindre les gens. Donc Michel Foucault, c'est compliqué à lire. Si vous n'êtes pas habitué à des choses un peu complexes, ça risque d'être un peu chaud à lire, mais c'est quand même très 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 intéressant. Donc Michel Foucault, surveiller et punir. Je continue. On va pouvoir parler de tout ça après, hein, évidemment. Là aussi, on est dans quelque chose de pas si simple que ça à lire. Michel Serres, le regretté Michel Serres. Foucault c'était 75, ouais. Michel Serres, j'ai pas là sous la main de livre de Bourdieu, mais évidemment j'aurais dû vous parler de la reproduction de Bourdieu, j'aurais dû vous parler de Bourdieu, j'avais pas de livre à vous présenter là, j'en ai dispersé un petit peu partout. Alors, le tiers instruit de Michel Serres, ça c'est fabuleux. Michel Serres, c'est un homme extraordinaire. Qui a eu plusieurs vies, comme tous les gens d'honneur. Alors lui, c'est un gars qui est né dans des familles paysannes. C'est un écrivain, philosophe, mais il a été aussi militaire. Il a travaillé dans des sous-marins, etc. Donc il a une idée de la hiérarchie. Il a une idée de ce que les gens mettent en place pour contraindre les autres et tout ça, assez précise. Alors il nous dit, Michel Serres, je vous ai pris un petit extrait là aussi. Je vous le lis. J'ai passé assez de ma vie sur les bateaux de guerre et dans les amphithéâtres, donc comme prof d'université, pour témoigner devant la jeunesse, qui le sait déjà, qu'il n'existe pas de différence entre les mœurs purement animales, c'est-à-dire hiérarchiques, de la cour de récréation, les tactiques militaires et les conduites académiques. Il règne une même terreur sous le préau, devant les tubes lance-torpilles et sur les campus, cette peur qui peut passer pour la passion fondamentale des travailleurs intellectuels, sous la taille majestueuse du savoir absolu, ce fantôme debout derrière ceux qui écrivent à leur table. Alors là, vous voyez, voilà la hiérarchie, l'oppression de la hiérarchie, etc. Là, Michel Serres, en parle très très bien. C'est un livre assez poétique, en fait, qui est pas non plus très facile à lire, mais qui vaut vraiment le coup, avec vraiment une forme de poésie tout à fait remarquable. Voilà. Je vous le conseille. Oh, alors là aussi, je vous présente que des classiques, hein, des trucs. Attends, je bois un coup quand même. Mais là, je vous présente que des choses, à mon avis, fondamentales hein, dans l'éducation. Voilà. Libres enfants de Summerhill. Bon, ça, là, on est dans le on est dans le lourd là. Neil crée une école. Neil crée une école, on est au début des années 20 en Angleterre. Alors c'est pas encore l'Angleterre des punks, hein, c'est plutôt l'Angleterre des chapeaux melons et des gens bien là. Et lui crée une école où on peut tout faire, on peut tout casser, on peut ne pas aller en cours, on peut aller se balader dans les bois. Il y a une fille raconte qui a rien fait pendant 3 ans, elle s'est baladée en forêt, etc. Donc lui crée une école où qui va être dirigée par les enfants, en fait. Il s'appuie sur plein de... Merci Sabrina pour ma tasse. Oui, c'est une tasse de pirate, évidemment. Donc lui s'appuie
sur bon, ce qui a été découvert en psychanalyse, en psychologie. Il s'appuie sur des grandes références et sur les grands mouvements libertaires aussi de l'éducation. Et donc il va créer cette école et il raconte dans cette école que quand on a dit aux enfants qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, eh ben ils ont tout cassé. Donc ils ont démonté l'école au complet, quoi. Donc lui. Neil a dit, bon ben, de toute façon c'est votre école, donc c'est chez vous, vous en faites ce que vous voulez. Et alors évidemment, les enfants, bon, on continue à tout casser, les tables, les chaises, les vitres, on tout casser. Et au bout d'un moment, ce sont des enfants qui sont allés voir les adultes en leur disant, mais faites quelque chose, ils sont vraiment en train de tout casser. Et Neil a dit, non, non, mais c'est votre école, c'est vous, si vous en avez marre, si vous aimez pas vivre dans un endroit tout cassé, eh ben, il va falloir construire, il va falloir reconstruire, il va falloir réparer, et ben oui, ça prend des sous, alors comment on va faire, etc. Et donc voilà, le projet, il l'avait pour l'année. Hein. Voilà. Ça prend une foi, évidemment, dans sa pédagogie. Hein, voilà. Hein. Donc voilà. C'est le père des écoles. Souvent, on parle de Valley School, Sudbury Valley School aux États-Unis, hein, pour parler des écoles démocratiques. Mais le père des écoles démocratiques, c'est vraiment Neil, ça a plus de 100 ans. Hein. Donc c'est bien parce qu'on a les enfants des enfants des enfants. Là, on sait de qui on sait à qui on a affaire. Quoi. Allez, je continue. Bon, là c'est bon sur le côté. Là on est dans les années 70 aussi. Bon, le maître camarade et la pédagogie libertaire. Donc là, on est dans des gens qui parlent vraiment de l'école, mais alors avec voilà une approche très très humaniste de la relation entre l'adulte et l'enfant, voilà, c'est pour ça qu'ils appellent ça le maître camarade, les communautés scolaires. Bon, voilà, donc là, c'est des expériences anarchistes aussi. Hein. Il y a eu deux grandes périodes libertaires anarchistes, hein, fin 1800. Ah oui, alors Patricia qui me dit, je viens d'arriver, déjà trouve la vidéo. C'est quoi le titre du livre? Ah ben, en fait, j'en ai déjà présenté une dizaine de livres. Alors, faudra m'écrire en privé pour me demander ce que vous voudriez. Alors, le maître camarade et la pédagogie libertaire, bon voilà, là on explique en fait la façon dont on peut construire une relation adulte-enfant qui ne soit pas basée sur la domination, etc. Donc, c'est quand même aussi quelque chose qui peut nous inspirer. Ça m'amène à quelque chose d'assez proche là-dessus. C'est le mouvement des Modern School, les éducations anarchistes. Ça, le livre, je l'ai juste en anglais. Celui-là, c'est quand même aussi un livre qui a une certaine importance parce que il explique comment certaines associations certaines associations, en fait, certains mouvements entre les années 1910 et les années 1960 ont pu construire donc sur notamment l'inspiration de Francisco Ferrer. En fait, on va en parler tout à l'heure de Francisco Ferrer. Oui, merci pour les gens qui mettent les références. C'est gentil, parce que là pour moi c'est difficile d'écrire en même temps. Donc voilà, et donc montrer comment bon l'anarchie et l'éducation peuvent faire bon ménage. Voilà. Donc vous avez ce livre-là qui témoigne en fait de l'expérience pendant 50 ans d'école anarchiste. Et on croirait que c'est plus possible aujourd'hui, mais ça a été vraiment vraiment important, et y compris dans des pays où on ne s'y attendrait pas, comme les États-Unis, etc. Donc voilà. Je passe rapidement là-dessus. J'arrive aussi à une autre somme. Ça, c'est Normand Baillargeon, en fait, donc un chercheur en éducation, auteur au Québec, qui a écrit une anthologie en fait de l'éducation. C'est aux éditions Luxe. Et ils annoncent que c'est le tome 1, mais on n'a jamais eu le tome 2. Il a jamais écrit le tome 2. Donc
mais il passe en revue de grands auteurs en éducation, donc Godwin, Stirner, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, Faure, Robin, Pelloutier, Francisco Ferrer, etc. Et donc, vous savez, Francisco Ferrer, il avait créé des écoles anarchistes en Catalogne. Il est mort fusillé en 1909 en criant "Vive l'école nouvelle, vive l'éducation nouvelle", etc. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment assumé jusqu'au bout, tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Et donc Francisco Ferrer vraiment avait un verbe assez majestueux, hein, c'était un peu l'époque. Je vais vous lire un extrait. Moi, j'adore son. Là, on est dans l'anarchiste dur, le gars qui accepte de se faire fusiller. Là, hein. On n'est pas dans le petit mouvement, où on cherche le compromis entre parents d'élèves. On n'est pas là. Hein, je vous le dis direct. On n'est pas dans ce genre de compromis. On en est quelque chose d'un peu plus raide. Alors voilà. Francisco Ferrer, donc. Ouais. Légiférer sur le homeschooling, ouais, c'est ça. Oui, effectivement, Martine, merci de me rappeler. Oui, les États-Unis ont connu plusieurs périodes, en fait. On s'y attendrait pas dans les États-Unis d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait d'autres références. Merci. Alors, Francisco Ferrer, je cite. Nous affirmons sans embâge que nous voulons des hommes. Ah oui, ben évidemment, à l'époque, on n'écrivait pas des hommes et des femmes. Hein, on n'était pas trop dans ce genre de discours. Donc, on dit des hommes, c'est avec un grand H, l'humanité, hein, d'accord. Voilà. Nous affirmons sans embâge que nous voulons des hommes qui continueront sans cesse de se développer. Des hommes capables de constamment détruire et reconstruire leur environnement et de se renouveler eux-mêmes. Des hommes dont l'indépendance d'esprit et, de verbe être, hein, la puissance ultime, et qui ne la céderont à personne. Des hommes toujours disposés à l'amélioration, avides du triomphe des nouvelles idées, et désireux de réunir plusieurs vies dans celles qu'ils ont à vivre. La société craint de tels hommes, on ne peut s'attendre d'elles qu'elles mettent en place un système d'éducation qui en produise. Voilà, donc lui, il dit, c'est sûr qu'on a coupé les enfants de la nature, on les a coupés de ça, et puis on les a coupés de leur pouvoir-faire, en fait. Parce que l'État ne peut pas valider un système éducatif qui le remettrait totalement en question, évidemment. Donc voilà, donc ça, vous pouvez aller voir les écrits directement soit de Sébastien Faure, soit de Francisco Ferrer, voilà. Tiens, Sébastien Faure, je le cite lui aussi. Le système de la contrainte engendre insensiblement des êtres gris, ternes, incolores, effacés, sans volonté, sans ardeur, sans personnalité. Race servile, lâche, moutonnière, incapable des actes virils ou sublimes dont l'accomplissement présuppose et nécessite de la flamme, de l'indépendance, de la passion, mais parfaitement capable de cruauté et d'abjection. Le système de la liberté conduit à de tout autre résultat. Voilà, et donc là on est vraiment dans des postures libertaires de l'éducation, donc allez voir évidemment Bakounine, Kropotkin, j'en passe évidemment, là on est dans les grandes références de l'anarchie. Pour les gens qui sont férus, je continue, ça va, j'essaye de pas aller trop vite, pour les gens qui sont férus de recherche, là on est dans des choses, on va attaquer maintenant des choses plus modernes. Hein. Ce livre-là, Bertrand et Valois, fondamental aussi, hein, fondement éducatif pour une nouvelle société. Fondement éducatif pour une nouvelle société. Là, on se retrouve donc avec des gens qui ont identifié les systèmes éducatifs d'un point de vue avec un regard quasiment anthropologique, en fait. Donc là, ils ont identifié 4 grands paradigmes éducatifs. Alors, je vais essayer de vous le résumer en disant, par exemple, un prof décide d'aller étudier une rivière, d'accord? Alors, dans le paradigme tel qu'on l'a aujourd'hui, on se retrouve dans des choses où, bon, on va y aller, on va prendre des échantillons, on va l'analyser, on va voir la température de l'eau, on va voir la pression, on va voir bon, toutes sortes de choses. On va faire une analyse de laboratoire. Voilà. Donc là, on est dans un paradigme industriel de l'éducation. Ils décrivent un autre paradigme, on pourrait être dans un paradigme humaniste de l'éducation. On pourrait se dire, allez hop, tout le monde en maillot de bain, et allez hop, on se met à l'eau. Et là, on essaye de comprendre ce qu'on ressent quand on est dans l'eau. Qu'est-ce que cette eau nous fait, comment on l'apprécie, bon, etc., etc.
on pourrait avoir un paradigme critique de l'éducation, qui serait de dire, mais qui est-ce qui a décidé qu'aujourd'hui on allait étudier une rivière? Pourquoi quelqu'un, on est 30 dans cet espace, dans cette classe, et un décide qu'il faut aller étudier une rivière, et pourquoi c'est lui qui décide? Vous voyez, donc on aurait un paradigme critique de l'éducation. Et puis évidemment, on pourrait avoir un paradigme plus holistique de l'éducation, où là on se dirait, ben non seulement cette rivière, je veux la connaître physiquement, je veux la connaître émotionnellement, je veux la connaître spirituellement, je veux savoir d'où elle vient, où elle va, comment elle se sent, comment je me sens avec elle, etc. Donc on aurait un paradigme très holistique de l'éducation. Voilà. Évidemment, il vous a pas échappé que le paradigme que nos dirigeants ont choisi est un paradigme industriel, fait d'analyse et bon, d'éprouvettes et de laboratoire, quoi. Voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est un livre qui est assez important, parce que ça détaille. Je vous l'ai fait en 3 minutes là, mais ça détaille vraiment toutes ces approches-là paradigmatiques de l'éducation. Je continue. Ah, lui, c'est un gars aussi que vous allez apprécier. Beaucoup le connaissent déjà. John Holt. John Holt, bon, c'est quelqu'un qui, c'est l'édition de l'instant présent. John Holt, c'est quelqu'un qui a, qui était prof en fait, qui était prof et qui s'est rendu compte qu'en faisant des trucs de prof, ben ça marchait pas. Voilà, il s'est trouvé dans cette logique que bon, en essayant de suivre un programme, etc. Eh ben ça fonctionne pas, ça correspond pas aux enfants, ça correspond pas à leur cerveau. Ah oui, les titres sont à l'envers, ouais, c'est ça. Ouais, je suis désolé, ouais, je sais que c'est la caméra, mais bon, je vous le dis, John Holt, les apprentissages autonomes, comment les enfants s'instruisent sans enseignement. Voilà. Donc lui, il dit, en dépit d'un siècle qui l'a contredit, les enseignants s'accrochent à l'idée que l'enseignement produit de l'apprentissage. Voilà. Mais bon. Voilà, donc lui, il s'est dit ben, comment on pourrait faire en sorte de favoriser un environnement d'apprentissage sans passer par des logiques d'enseignement. Voilà, alors c'est quand même un auteur aussi qui est important parce qu'il parle de son expérience. Voilà. Il y a des années, bon, il donnait des cours et tout ça, il s'est retrouvé devant des impasses pédagogiques et il les a résolues, donc en foutant la paix aux enfants, en fait, tout simplement. donc voilà. Ah oui, s'évader de l'enfance. Alice me dit, ben oui, il y a plein d'autres. Moi, j'ai déjà fait une grosse sélection parmi mes propres livres, mais bien entendu, j'aurais pu en citer pas mal d'autres. J'aime bien celui-là qui est en anglais aussi. Je ne sais pas s'il a été traduit. Il me semble qu'il a été traduit récemment, mais je suis pas certain. C'est Last Child in the Woods de Richard Louv. Bon, vous pardonnerez mon accent, mais Last Child in the Woods, donc le dernier enfant dans la forêt. Sauver nos enfants du trouble de déficit de nature. Voilà, et donc là aussi, il va montrer à quel point bon, la nature est quelque chose de précieux pour les enfants et comment l'école isole finalement les enfants. Alors oui, je dis pas qu'il n'y a pas une sortie scolaire, qu'il n'y a pas un petit truc qui se fait de temps en temps, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une nature que l'on peut explorer, un espace libre. Non, j'ai pas parlé de Carl Rogers. C'est pas une référence pour moi, Carl Rogers, même si évidemment je le connais, je reconnais son apport, mais disons que dans ce qu'on peut appeler de posture libertaire de l'éducation, c'est pas quelqu'un qui fait référence à Carl Rogers. Je me réfère beaucoup plus à des philosophies plus libres, en fait, que son analyse est intéressante, puis je la renie pas et j'essaye pas de la minimiser, mais disons que c'est pas celui qui m'a le plus marqué moi dans mon parcours. Donc voilà, je reviens à Richard Louv, Last Child in the Wood. Donc voilà, il y a eu tout un mouvement il y a quelques années où on s'est rendu compte que les enfants n'allaient plus dans la nature. Ce qui a été complètement curieux dans cette période-là, c'est qu'on accusait les jeux vidéo, les ordinateurs, la peur des parents, etc. Mais on n'a jamais parlé du fait que les enfants, 8 heures par jour sur les 16 heures ou sur les 15 heures qu'ils ont d'éveillé, 8 heures par jour, ils étaient dans des classes où vous n'avez pas le droit de sortir et d'aller jouer dans la forêt, quoi. Alors évidemment, l'école est un obstacle majeur, et c'est pas parce qu'on aura mis un bac à fleurs dans la cour
que ça y est, c'est ça la nature, quoi. Vous comprenez, ça a un peu rien à voir, quoi. Voilà, donc moi je parle d'une nature libre, sauvage, dans laquelle on peut aller se salir, on peut aller se mouiller, on peut aller jouer dans la boue, on peut grimper aux arbres, etc. Et c'est pas du tout la même chose qu'un bac à fleurs ou un potager avec des mini cerises, des tomates cerises dans un potager, quoi. Voilà. Donc voilà, Last Child in the Wood de Richard Louv, assez important aussi. Allez, j'arrive à celui-là. Écoutez, vous allez peut-être penser, mais là, si ça vous dérange pas, si vous me le permettez, je ferai une grosse parenthèse par rapport à ce livre-là. C'est un livre qui a rien à voir avec l'éducation a priori. Il est sorti il y a pas longtemps. Il s'appelle Libre d'obéir. Il est de ce monsieur Johann Chapoutot, qui est un spécialiste du nazisme. Et le sous-titre, c'est le management du nazisme à aujourd'hui. Voilà, le management du nazisme à aujourd'hui. Alors là, vous allez dire, c'est quoi le rapport? Ça y est, on a atteint le point Godwin. Ça y est, il va comparer les écoles aux nazis, etc. Alors, pas tout à fait. Sauf que il y a quand même des choses qui font écho et qui seraient tout à fait intéressantes de souligner. Les nazis se sont retrouvés, bon, dans leur aventure, à devoir avoir, déjà à avoir des millions de gens à gérer, parce qu'ils se sont retrouvés avec un empire, hein, un Reich, hein, comme ils disaient, donc qui représentait plusieurs pays additionnés, et ils avaient évidemment un grand besoin d'industrie. Il fallait construire des armes, des chars, toute la nourriture aussi, etc. Donc les nazis, pour pouvoir organiser tout ça, plutôt que de dire qu'il va y avoir un État centralisé qui va tout décider, ils ont lancé des agences en fait. Ils ont dit bon ben on va lancer plusieurs agences parallèles et chacun va essayer de faire comme oui, Libre d'obéir de Chapoutot. Et donc chacun va essayer de faire de son mieux. Et ils ont gardé les idées les plus radicales, celles qui marchaient le mieux, tout simplement, parce que elles étaient les plus terribles en fait, les plus radicales. Parmi ces idées, certaines se sont retrouvées après-guerre enseignées dans des écoles. Ah oui, oui, je réponds, oui, la vidéo est enregistrée, vous pourrez la retrouver sur ma page, je la mettrai sur YouTube aussi. Voilà, alors, donc se sont retrouvés à enseigner dans des écoles de commerce, et donc il y a des milliers de managers, en fait, qui sont passés par des écoles de commerce, où d'anciens nazis, d'anciens généraux nazis, en fait, avaient appris à manager des équipes. Alors, c'est quoi la façon la plus efficace de manager une équipe? Eh bien, écoutez, ça aurait été, et c'est ça qui est ressorti aujourd'hui, et alors voilà le lien avec les écoles, c'est que c'est ça qu'on retrouve dans les écoles aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais trouver une façon de donner à quelqu'un toutes les responsabilités et aucun pouvoir. Voilà. Alors comment je vais faire ça? C'est-à-dire que je vais lui dire, c'est à toi de le réussir, c'est toi qui vas le faire, mais c'est moi qui te donne l'ordre, c'est moi qui garde le calendrier et le processus de contrôle, et c'est moi qui garde l'évaluation finale. Tu as donc toute la responsabilité et aucun pouvoir. Alors ça, vous savez, ça s'appelle le chargé de projet, en fait. C'est la notion de projet qui s'est mis en place dans pas mal d'entreprises, tous les chargés de projet, mais aussi, bon, vous savez, toutes les dans toutes les écoles, et notamment les écoles alternatives, par exemple, où on vous dit « Ah, ben dans les écoles alternatives, les enfants, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils peuvent faire leur projet. » Mais en fait, ils peuvent pas faire leur projet. Ils doivent faire leur projet. Et ils doivent faire leur projet selon la méthodologie que l'enseignant arrive à mettre en place à coup de contrôle. Ils doivent faire le projet dans les temps qui leur sont impartis, et évidemment l'évaluation finale revient à l'adulte. Donc en fait, plutôt que d'avoir à pouvoir réaliser leur projet, en fait ils ont l'injonction de faire des projets qui sont complètement sous le pouvoir de l'adulte, mais à qui on essaye de faire croire que c'est l'enfant qui a
qui a décidé de faire ça et que c'est son projet, que ça lui appartient, etc. Alors ça, c'est assez terrible. C'est dans les entreprises, le chargé de projet. C'est dans les écoles, avec, oui, la pédagogie par projet, etc. Mais en fait, tout ça vient... c'est pas les nazis qui l'ont inventé, mais disons que les nazis l'ont poussé quand même à son meilleur raffinement. Et donc, aujourd'hui, ben voilà, avoir toute la responsabilité sans aucun pouvoir est devenue la norme de l'entreprise et de l'école, quoi. Voilà, donc Chapoutot nous livre ça, nous explique ça dans les détails. Alors, je dis pas que les profs sont des nazis, c'est pas du tout ça, hein, vous avez bien compris. Simplement, on utilise des choses, et notamment à travers la novlangue. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus que du vivre ensemble, etc., etc. Donc, à travers cette façon de nommer les choses qui, a priori, devrait être... devraient être plus douces, etc., sont là en fait pour nous faire passer des réalités qui n'ont pas changé. La hiérarchie est toujours aussi présente dans une école. Par exemple, est-ce qu'il existerait une seule situation pour laquelle un enfant dans une école aurait le dernier mot ou aurait raison par rapport à n'importe quel adulte? Vous voyez, ça n'existe pas. Le pouvoir est absolu, permanent, systémique et systématique. Mais on dit que les enfants sont libres de faire leurs projets, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est ça que Chapoutot nous révèle. On pose des questions. Sabrina qui me demande comment savoir si un enfant est à bout de souffle en unschooling? Merci de dire oui, il faut lui demander. Mais comment dire? C'est-à-dire que un enfant, a priori, n'a pas, comment dire, n'a pas ne peut pas être à bout de souffle de sa propre vie, de ses propres intérêts, de son propre élan vital. Un enfant ne veut pas stagner là, ne veut pas mourir là, il veut que les choses se passent bien pour lui. Alors, s'il est à bout de souffle de quelque chose, c'est de quelque chose qui lui est soit imposé, soit un rythme qui ne lui convient pas. Ça veut dire qu'on l'oblige à marcher avec des chaussures qui ne lui vont pas. Voilà. Alors, quand les choses vous passionnent, que vous faites ce que vous aimez faire, que vous faites ce pourquoi vous pensez être fait, personne n'est à bout de souffle de lui-même, vous comprenez, voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, chez les écrivains qui vivent de leur art et qui écrivent parce qu'ils en ont un besoin vital, il n'y a pas de question de retraite ou de question de chômage ou tout ça, parce que on est pris dans un élan vital qui va au-delà de toutes ces questions de motivation, etc., etc. Voilà. Donc voilà, si un enfant est à bout de souffle, c'est que c'était pas le sien de souffle, quoi. Comment le dire autrement? Allez, je continue. Évidemment, vous auriez été déçus si je vous avais pas parlé un peu de piraterie. et bien sûr, je vais le faire. Le meilleur livre, écoutez, que j'ai jamais lu, j'en ai lu beaucoup, hein, mais le meilleur livre que j'ai jamais lu sur les pirates, c'est celui de Gilles Lapouge, qui parle des pirates. Alors là, il parle pas d'éducation, mais quand même, il explique un petit peu la philosophie, la mentalité, la façon dont la façon dont s'articule l'imaginaire, la symbolique pirate. Écoutez, ça c'est c'est juste, c'est cadeau, ça c'est juste un plaisir. C'est juste, lisez ça sur la piraterie, c'est un des livres les mieux écrits que je connaisse. Donc vraiment, Gilles Lapouge, admirable, voilà. Un autre truc dont je pourrais vous parler, c'est le dernier livre que j'avais à vous présenter. C'est un livre de Daniel Defoe. Daniel Defoe, bon, c'est lui qui a écrit Robinson Crusoe, hein, ah oui, les pirates, vers la mer promise. Ah oui, moi c'est celui que j'ai. Il s'appelle Forban, Flibustier, Boucanier et autres gueux des mers. Donc les pirates, Forban, Flibustier, Boucanier et autres gueux des mers. Celui-là, le grand rêve flibustier, il est majeur. Alors là, il nous intéresse en termes de piraterie éducative. Pourquoi? Parce que il parle donc de la façon dont les pirates ont construit eux-mêmes un imaginaire libertaire. Et notamment, il relate, et c'est le seul qui le fait d'ailleurs, alors on n'est même pas sûr que ce monsieur-là ait existé, etc., parce qu'on n'en a que le témoignage de Defoe. Mais, ouais, d'ailleurs, vous savez que pirate, ça veut dire étymologiquement... Salut Emma. Et oui, enfin les pirates. Pirate veut dire étymologiquement partir à l'aventure. Hein. Donc le unschooling, c'est un peu cette aventure-là.
Alors, Defoe nous parle de Misson. Misson, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a créé à Madagascar une cité pirate avec les autochtones du coin, et donc qui s'appelait Libertalia. Vous voyez, donc il y a pas de hasard. Hein. Ouais, Le Grand Rêve flibustier, histoire générale des plus fameux pirates, Daniel Defoe. Oui, c'est ça. Il a en 2 volumes. Celui-là, c'est le volume 2, dans celui où il parle de Misson. Et alors, regardez, je vais vous lire un truc, vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard. Attention, attention. Voilà, voilà, voilà. Ces voyages autour de l'île permirent de donner aux autochtones qui étaient là, et aux esclaves, hein, puisqu'évidemment les pirates n'étaient pas des esclavagistes, hein, récemment délivrés, les rudiments de la navigation. Les corsaires se sont enrichis de l'esclavagisme, mais jamais les pirates. Donc les rudiments de la navigation. Ils montraient beaucoup de bonne volonté, donc les esclaves libérés, tant pour apprendre le français que pour se rendre utiles. Ils ont donc fabriqué 2 sloops, qui étaient les navires pirates les plus communs, qui s'appellent l'Enfance et le Liberté, restèrent en mer près de 4 mois. Donc vous voyez, vous avez un pirate qui a fondé une ville qui s'appelle Libertalia, et qui a acquis... Hey, salut Catherine. Et, euh, et qui à un moment donné, ils sont amenés à construire 2 bateaux. Un, il appelle l'Enfance, l'autre, il appelle Liberté. Écoutez, il n'y a pas de hasard. Hein. voilà où se fait le lien, voilà où se fait la jonction hein, de cette aventure pirate à travers donc Daniel Defoe. Donc ça aussi c'est un bonheur, hein, c'est un plaisir. Je vous encourage à le lire. Alors écoutez, on a fait ce petit voyage là entre nous à travers toute cette littérature. On est parti de Lao Tzu jusqu'à Daniel Defoe, en passant par Foucault, par Neil, par qui encore? Par John Holt, par Ivan Illich, par Rousseau, par la Boétie. Vous pouvez évidemment retrouver tout ce qu'on a dit là ce soir sur ma page. Hein, en fait, vous pouvez aller voir ça. Voilà en quoi la posture libertaire en fait que j'assume hein, depuis toujours en éducation, voilà de quoi elle se nourrit un peu. Si on veut parler des références plus actuelles, on me demande, Stéphanie qui me demande qu'est-ce que je pense de Peter Gray. Ben, très bien, moi j'ai pas de problème avec Peter Gray, j'ai fait quelques rencontres avec lui. C'est c'est quelqu'un qui se pose de bonnes questions, qui a une façon très documentée d'y répondre. Donc moi je suis assez en accord avec Peter Gray. Puis en plus il s'intéresse, bon, vous savez, aux sociétés, alors comment dire, premières en fait. Moi je me suis longtemps intéressé et je m'intéresse encore aujourd'hui donc aux sociétés autochtones. J'ai écrit mon premier livre d'ailleurs qui est sorti en 2002, s'appelait Héritage buissonnier et parlait sur la façon dont on se transmet les savoirs dans les sociétés autochtones en fait, dans les sociétés premières, traditionnelles, vernaculaires, je sais plus comment on peut les appeler quoi. Euh, alors donc finalement, Peter Gray est allé encore plus loin que moi sur ces observations-là, mais j'avais créé, moi, à l'époque, l'ethnopédagogie, justement, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait retirer de ces enseignements, de ces différentes cultures. Voilà, c'est là-dessus, sur ces questions-là, que je me sens un peu en familiarité avec Peter Gray. On me demande aussi, Valérie, qu'est-ce que je pense d'André Stern? Ben écoutez, je veux pas dire du mal d'André, c'est un copain. Mais il a préfacé mon livre Une éducation sans école, d'ailleurs. Donc oui, écoutez, moi j'avais pas de problème. André, le petit truc des fois où il se rend pas compte, c'est que lui c'est un méticuleux, tu sais, il est luthier, tu vois, donc c'est quand même quelqu'un qui fait les choses de façon très minutieuse, etc. Et des fois, pas tous les enfants ont ces minuties-là. Alors des fois, bon, ce qu'il raconte de son expérience, c'est bien pour lui, mais des fois ça s'applique pas à ses enfants, mais c'est quelqu'un de très à tous les enfants, mais c'est quelqu'un de très inspirant. Alors je vais pas faire un truc critique sur tous les auteurs du moment, mais on me demande Céline Alvarez, bon, elle est gentille. Non, mais c'est quelqu'un en tout cas, qui est porté par son message, mais le problème, c'est que son message, elle a du mal à en voir les limites, quoi. C'est-à-dire, voilà, je l'ai dit souvent, hein, quand on parle alors c'est quoi le titre de son livre, les lois naturelles de l'enfant.
enfin, où elle a du mal à voir, c'est que c'est les lois naturelles de l'enfant qu'on a réveillées pour qu'il aille à l'école, parce que les lois naturelles auraient été de le laisser dormir, vous voyez. Donc en fait, elle n'a pas passé le cap, tu vois, du unschooling, c'est-à-dire que pour elle, un enfant reste un élève. Voilà, un enfant c'est un élève et voilà. Et là, elle a un message très humaniste en nous disant, mais n'oubliez pas que derrière l'élève, il y a un enfant. Oui, mais si tu l'avais pas considéré comme un élève d'entrée de jeu, voilà, les lois naturelles de l'enfant, ouais, ça. Si tu l'avais pas considéré comme un élève d'entrée de jeu, t'aurais pas eu besoin d'aller essayer de débusquer l'enfant qui se cache derrière. T'aurais juste regardé l'enfant qui est là, quoi. Voilà. Si je prends, voilà une analogie, bon, qui est un peu dégueulasse, hein, c'est pas grave, hein, je me l'autorise. Par exemple, bon, si on dit au temps des esclaves, bon, ben n'oublions pas que derrière l'esclave, il y a un être humain, euh, il y a un être humain, et que si on le nourrit bien, et que si on lui donne une bonne paillasse, il va réussir à récolter le champ en 3 semaines plutôt qu'en 1 mois. Ça paraît humaniste, évidemment, hein, comme genre de discours. Mais il faudrait juste arrêter de regarder cet être humain-là comme un esclave. Vous voyez? Et là, on aurait un vrai discours humaniste. Donc voilà, quand l'enfant est toujours le désigné volontaire d'un programme que quelqu'un a défini pour lui, ben, on peut pas vraiment, voilà, on est pseudo-humaniste. Alors oui, si les gens considèrent l'école comme une évidence, eh ben, ça passe. Mais si on considère l'enfant pour ce qu'il est, ça peut pas passer, quoi. Voilà. Donc Céline Alvarez, elle a raison dans le cadre confiné de l'école, quoi. Voilà. Sauf qu'il y a une vie au-delà de l'école, quoi. Ah oui, j'en profite pour dire, que vous savez, bon, bonjour Sabine. J'en profite pour dire que, bonjour Manuela, que vous savez la formation Pirate de l'éducation, donc que j'ai déjà présenté à maintes fois, bon, on la prolonge encore, on prolonge la possibilité de s'inscrire. Et puis, écoutez, va aussi prolonger la promotion, c'est la réduction de 50 € sur la formation, quoi. Alors, si vous allez sur le site et que vous vous inscrivez et que vous tapez pirate en majuscule et au pluriel dans le code promotionnel, ça vous fait une réduction. Donc voilà, je voulais juste parce que on le sait que bon, les gens ont besoin, les gens ont moins d'argent parce que alors nous on voulait vraiment avec mon partenaire Abdelkarim, on voulait vraiment faire en sorte que la formation soit accessible et à la fois au niveau de l'argent, alors il y a possibilité de payer en 3 fois, il y a ce code promotionnel avec une réduction de 50 €. Écoutez, on fait vraiment le maximum pour que les gens puissent pouvoir accéder à ça, parce que, ah oui Lorraine, bonjour, oui, ah ben merci, merci. Pour l'instant, on a eu vraiment que de très bons commentaires sur la formation, parmi peut-être, je sais pas, j'ai pas les comptes, mais 60-70 personnes qui se sont inscrites. Alors vraiment, on est très très contents, et il y a des gens qui font ça avec leurs enfants, qui le regardent avec leurs enfants. Écoutez, c'est très très enrichissant tout ça. Donc voilà, si vous pouvez aller voir ça sur la page de vente. Je rappelle, donc c'est pirate au pluriel éducation.com/formation, pirate au pluriel du haut education.com/formation, et vous allez avoir toute la présentation puis la possibilité donc de profiter de ce rabais là le temps que le confinement dure encore, quoi. Voilà, donc écoutez, ça fait déjà 1 heure. Quelles sont les dernières études, on peut continuer un peu s'il y a des gens motivés. Quelles sont les dernières études montrant les avantages de l'unschooling versus l'école? Quelque chose qui fasse mouche quand on discute. Ah ben, en fait, il y a des choses majeures, hein, Elodie. Notamment, par exemple, il n'y a aucune étude qui, sur les 30 dernières années, va vous dire que il est bon de couper le rythme chronobiologique d'un enfant, c'est-à-dire le réveiller à 6h30, au moment où il est en train de rêver dans son sommeil paradoxal, pour lui dire, voilà, c'est comme ça que tu vas mieux apprendre à l'école. Vous voyez, ça c'est... Donc, ça, vous voyez, ça n'existe pas. Il n'y a aucune étude qui dit ça. Ah, merci Cyrielle de mettre le lien de la formation. Merci beaucoup.
Donc voilà, donc ça, que l'école ne respecte pas les rythmes chronobiologiques de l'enfant, ça me paraît évident. Ni ses rythmes d'apprentissage, ni ses rythmes de sommeil, ni ses rythmes d'appétit, ni une fille qui est menstruée, qui évidemment a pas la tête parce qu'elle a le ventre coupé en deux, vous voyez. Donc, etc. L'école ne respecte rien des rythmes chronobiologiques des individus. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième point, c'est que l'école ne respecte en rien les besoins de sport. Vous savez qu'un enfant, dans les dernières études, une étude qui a 2 ans, la australienne, qui dit que la capacité de récupération d'un enfant entre 8 et 12 ans est supérieure à un athlète de haut niveau. L'enfant est fait pour bouger, l'enfant est fait pour courir, pour sauter, pour grimper, etc. Son corps est fait pour ça. À l'adolescence, il y a d'autres choses qui se passent, mais son corps est fait pour ça. Donc, je veux dire, c'est pas les 1 heure de sport par semaine qui vont faire la différence, vous voyez. Donc ça ne respecte pas l'enfant dans son intégrité physique. L'enfant a besoin de nature, on en a parlé avec Richard Louv et Last Child in the Wood, il y a d'autres livres autour de ça. Donc voilà, là, l'enfant est coupé de la nature. Évidemment, la meilleure façon d'apprendre, on le sait, ça a été démontré, alors André Stern en a parlé, Peter Gray en a parlé, moi j'en ai parlé, bon, on est beaucoup à en avoir parlé, le jeu pour apprendre est la chose. Or, le jeu est la seule chose que l'enfant ne fait pas à l'école, sinon c'est pas des jeux qu'ils font. Ils font des scénarios qui ont peu tendance à faire croire qu'on est en train de jouer, mais c'est pas des jeux, c'est pas des vrais jeux où l'enfant fixe les règles, peut débarquer quand il veut, c'est pas ça, c'est pas du tout des jeux au sens où on l'entend, quoi. Donc, si vous voulez, finalement, l'enfant ne fait pas ce qui est le plus efficace pour apprendre, c'est-à-dire jouer. Il n'a pas le droit de courir, de grimper, de chanter, de danser quand ça lui prend. Il n'a pas il est coupé de la nature. Le rythme de l'école ne respecte en rien ses rythmes chronobiologiques. Écoutez, n'en jetez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a comme, voilà. En fait, il y a des tas de raisons. Il y a des tas de raisons d'aller à l'école. Qu'un parent envoie son enfant à l'école, il y a des tas de raisons, mais aucune de ces raisons ne concerne son éducation. Ça, c'est tout à fait évident, quoi. Oui, mais oui, on se respecte pas, on ne donne pas le temps de. Oui, ben oui. Enfin voilà, vous voyez, moi avec, vous voyez, entre Lao Tzu et les pirates et la Boétie et Rousseau, etc. Vous voyez bien que mon univers mental ne peut pas coller avec ce qui peut se passer à l'école, évidemment. Hein. Donc oui, le unschooling, mais voilà, attention quand vous êtes à la maison, ne jouez pas au prof, quoi. Voilà, si vous jouez au prof, vous allez perdre. Hein. Alors vous allez perdre vous en tant que personne parce que vous allez perdre, voilà, mais vous allez perdre vos enfants surtout, quoi. Il est là le truc, quoi. Je me demandais s'il y avait des enfants qui sont largués en unschooling. Une maman m'a dit ça, il était de l'école démocratique. Oui, ça peut arriver parce que ça dépend à quel point l'enfant a intégré le fait de fonctionner avec des consignes. Ça dépend aussi quelle est la pression que l'enfant ressent vis-à-vis de ses parents en termes de performance. C'est-à-dire, je te laisse faire ce que tu veux, mais attention, si t'as rien fait dans 10 minutes, ça va m'énerver, quoi, tu vois. Donc, l'enfant est toujours prêt à se sacrifier lui-même. L'enfant est toujours prêt à perdre son intégrité pour faire plaisir à un référent primaire. Et en ça réside notre mission impérieuse de lui foutre la paix. Vous voyez, si le jour où l'enfant apprend pour vous au lieu d'apprendre pour lui, ça y est, on est ailleurs, on n'est plus dans le unschooling, on n'est plus dans... Il le fait plus pour son souci d'émancipation, etc. Il le fait pour vous faire plaisir et du coup on est ailleurs, quoi. Ah oui, il y a Tiffen qui me demande ce que je pense d'Edgar Morin. Et alors Edgar, alors oui, attendez, je finis ça avec ça. Martine dit dans les écoles démocratiques, c'est pas du unschooling. Ben ça dépend des écoles démocratiques. Moi j'en connais plein. Si on prend par exemple, effectivement, je parlais de Summerhill, là il y avait des cours proposés, mais les enfants y allaient ou pas. Mais il y a des écoles où il n'y a pas de cours proposés. Il y a des enfants où les adultes sont plus ou moins interventionnistes, etc., etc. Il y a donc ça c'est vraiment voilà, c'est vraiment, ça dépend de chaque école. On peut pas en parler de façon générale.
Tiffen me demande Edgar Morin. Ben, Edgar Morin, c'est un vieux monsieur. Hein. Alors, il a eu plusieurs époques. Voilà. Et, moi, je suis plutôt assez rassuré, en fait, quand je lis du Edgar Morin, notamment celui d'aujourd'hui, évidemment, j'apprécie beaucoup tout le travail qu'il fait sur la complexité, sur l'incomplétude, sur la façon dont il décrit ce savoir dont on ne peut jamais faire le tour, et évidemment qui nous enlève une forme de pression. Hein, pour nous, parents. Parce que, vous savez, l'autre jour, mon fils me dit ouais, papa, j'ai écrit un truc, mais je crois que j'ai fait des fautes. Tu sais. Et alors là, moi, j'ai expliqué que ouais, je suis rendu à une douzaine de livres. J'écris, ça fait 40 ans que j'écris. J'ai la chance, à travers le travail qui se fait dans les maisons d'édition, euh, de travailler avec des experts de la linguistique, avec des experts du langage, de la grammaire, de l'orthographe, de la tournure de phrases. Donc, à 50 ans, après une douzaine de livres, et après 20 ans à travailler avec des experts de la langue, en ayant fait une maîtrise, un doctorat sur toutes ces questions, je fais encore beaucoup de fautes. Des fois, dans les posts, il y en a qui m'aident et qui me disent « Ah Thierry, t'as fait une faute » et tout ça. Donc, merci pour vos vigilances. Donc, si toi, à 10 ans, tu fais une faute en écrivant, il est où le problème? Voilà. Moi, avec cette expérience-là, je fais partie des gens qui écrivent beaucoup. Comme je vous dis, tout le monde n'a pas écrit une douzaine de livres. Mais malgré ça, je fais encore plein de fautes. Alors que je suis corrigé par des experts depuis des années. Donc, enfin, voilà. Donc voilà, hein, on se fout la paix, on fout la paix à nos enfants. Donc voilà. Ouais, ouais. Oui, bon, beaucoup de commentaires évidemment sur les autres, sur toutes sortes d'écoles démocratiques qui existent, Sudbury, etc. Tout ça c'est intéressant. Allez prendre ce qui vous intéresse. Hein, allez voir, regardez, lisez. C'est pour ça que je vous présente tous ces livres-là. C'est pas souvent que je vous parle avec ma casquette de chercheur, bon, avec des références livresques, etc., mais bibliographiques, mais voilà. Oui, le plus dur, c'est de déscolariser soi-même. C'est pour ça que j'avais fait mon dernier Facebook Live, qui est encore en circulation, vous pouvez aller le voir, c'était déscolariser les parents. Et effectivement, hein, voilà, quand on arrive, voilà, ben, merci à vous, merci de m'avoir suivi. Il faut juste, voilà, il faut lire tout ça, il faut avoir en tête, il faut se faire une idée. Et une fois qu'on a ça, on arrête de se cacher derrière ces fiches, quoi. Et puis on arrête de se cacher derrière ça, et on regarde notre enfant. On regarde dans l'état qu'il est, on lui demande comment il va, on lui demande de quoi il a besoin, et puis les choses se passent plutôt bien, voilà. Donc voilà, donc ben merci vraiment à vous d'avoir suivi ce live. On va se retrouver bientôt, j'en ferai d'autres. Comme je redis une dernière fois, pour les gens qui veulent suivre la formation, elle est encore ouverte. Il y a cette possibilité d'avoir une réduction si vous écrivez pirate au pluriel en majuscule, voilà, et donc vous allez pouvoir accéder à tout ça. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi, merci pour les fidèles, merci pour les nouveaux. Et puis je vais essayer de continuer à répondre pour les gens qui m'ont posé des questions. C'est pas évident de lire les questions, répondre, etc. Il y a peut-être des gens à qui j'ai pas répondu, mais je vais vraiment essayer de répondre par écrit dans les commentaires. Voilà. Ah, le travail sur soi. Là, on me demande les références sur le travail sur soi. Le travail sur soi, vous savez, c'est arrêter d'avoir peur, mais c'est pas évident. C'est pas évident, il faut tuer ces monstres. Et tuer ces monstres, ça prend une vie. Il faut une vie pour apprendre à vivre. Hein. C'est à la fois ça de nos existences, c'est qu'il nous faut une vie pour apprendre à vivre. Ouais, sur ces sages paroles, je vous laisse. Merci vraiment. Je vais essayer de mettre ça sur YouTube avec des sous-titres. Oui, Chala, bonjour. Oui, on se voit en formation, d'accord. Aline, merci. Merci, Patricia. Merci pour tout le monde qui m'a mis des petits coucous. Merci, Alice. Merci les gens qui m'ont suivi. On se retrouve bientôt. Et puis, salut Déborah. Waouh. Ah oui, on finissait là. Mais ça va être enregistré, donc tu vas pouvoir nous retrouver. Allez, merci Pauline. On se revoit bientôt, et d'ici là, voilà,
voilà, allez-y. Eh, salut Emma, bye bye. Cyril, merci. Voilà, je vous dis un grand merci collectif et général à tout le monde. Merci de m'avoir suivi, c'était un plaisir. Bye.